Bonjour. Bonjour Pierrot, ça fait plaisir de vous réentendre. Eh ben, parfait, merci. En tout cas, est-ce que vous m'entendez bien? Le son est parfait. Comment se déroule votre séjour au Canada jusqu'à date? Ah ben, formidable. C'est toujours un plaisir de venir dans la belle province. Les gens sont aimables et tout est toujours très bon, surtout en cette saison. Vous êtes chez vous ici, hein? Dites-vous ça. Merci. Je vous présente Pat La Liberté, qui est le code de ce soir. Mhm. Bonsoir. Bonsoir. Va bien? Très bien. Super. Comme vous pouvez le constater, on est assez actifs sur cette plateforme Pierrot. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à cette tribune du peuple en compagnie de l'auteur, l'extraordinaire, le fantastique Piero San Giorgio. Merci Pat, beaucoup. Pat, tu décolles ça quand t'es prêt, mon homme? Oui, on envoie ça, l'intro. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cet épisode de La tribune du peuple. On est loin d'avoir des René Lévesque, des Georges Farizeau, c'est vrai. Mais comment vous le trouvez, notre Québec, aujourd'hui, le genre de société? On parle beaucoup là, que c'est négatif. Bon, il y a les médias sociaux. Tout le monde a été touché par ça. Tout le monde. Et tout ce désastre-là, actuellement, est entretenu par cette mentalité québécoise du consensus. Il y a quelque chose de complètement clownesque. On passe pour des ticounes, là, je m'excuse. Oui, c'est à vous. Oui. Ah, bonjour, c'est la première fois que je participe à ce genre de tribune. La tribune du peuple. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette tribune du peuple en compagnie de Piero San Giorgio. Piero, lors de votre dernière visite, le Québec était d'une telle façon. Maintenant, avec cette nouvelle visite, est-ce que le Québec a changé un peu? Bonsoir à tous. Ben, écoutez, d'abord, c'est toujours un plaisir de venir au Québec, même si ça a changé un petit peu. Et tout d'abord, ça fait déjà pas mal d'années, hein. C'était avant le Covid. Et je trouve que ça reste un pays qui est très beau. Ça reste un pays où les habitants, les gens sont aimables, sont gentils, sont accueillants. Et on voit dans les yeux des gens qu'il n'y a pas l'agressivité que l'on voit aujourd'hui en Europe. Oh. Et donc, c'est quand même apaisant parce que chez nous en Europe, partout, en Europe occidentale, hein, bien sûr, nous voyons l'agressivité déjà entre tout le monde, mais particulièrement entre différents groupes, entre les gens qui viennent d'arriver, ceux qui sont arrivés il y a un peu plus longtemps, et avec les autochtones, si on peut dire, avec les Indiens d'Europe. Bref, on sent qu'une tension très forte. On l'a vu avec les événements de cet été, malheureusement en Angleterre, on l'a vu en France plusieurs fois. C'est très tendu. Ici, j'ai l'impression que vous avez encore une gentillesse. Et bon, il y a aussi des côtés négatifs à ça, mais pour l'instant, c'est très gentil et très aimable. Donc moi, j'apprécie le temps que je passe chez vous. Ah, on apprécie également votre présence. Pierrot, rue Barbare, un peu partout à travers le monde. NRBC, les menaces nucléaires russes, l'effondrement économique, essayer de survivre à tout ça. Vous semblez avoir des dons de devin, Pierrot. Seriez-vous aimable peut-être de me suggérer quelques numéros pour la loterie? Je vais essayer de faire du pouce sur vous. Alors, je suis pas sûr que si je vous donne des numéros, ils vont sortir parce que si généralement, c'est pas des prévisions, ce sont des probabilités, ce sont des scénarios que je dessine. Ils arrivent un tout petit peu plus tard que ce que je pense. Ah. Je suis toujours un peu optimiste ou alors enthousiaste. Après, dans mes scénarios, par exemple, j'avais dit en 2011, quand est sorti mon premier livre, j'avais dit que voilà, nous allions entrer en guerre, on allait nous créer des situations de guerre avec la Russie, et j'avais dit que ça allait arriver assez vite. Alors c'est arrivé en 2014 en réalité, et puis ça a accéléré en 2022. J'avais parlé aussi d'inflation galopante, et ça, je m'attendais à ça beaucoup plus tôt. J'attendais une inflation galopante entre 2015 et 2020, et elle est arrivée seulement à partir de 2020-2021. Et donc parfois, voilà, j'ai raison, mais c'est trop tôt. Mais c'est pas grave, vaut mieux se préparer tôt que trop tard.
Écoutez, je vous laisse la parole, Monsieur Pat, c'est à vous. Oui, ben, suite à ce que vous dites, justement, la question que ça amène, c'est, selon vous, est-ce que nous sommes déjà dans l'effondrement? Et si oui, selon vous, les signaux, quels sont les signaux, finalement, qui seraient déjà évidents en ce moment? Alors, dans l'ensemble de l'Occident, je crois que l'effondrement, en fait, ce n'est pas un événement, c'est un processus. Mhm. C'est un chemin difficile qui devient de plus en plus difficile sur lequel on est et que on commence à sentir de plus en plus. Certaines fois, des gens me disent, mais moi, je crois pas qu'il y a d'effondrement, je le ressens pas. Mhm. Et souvent, ça dépend de où vous êtes, de votre géographie. Si vous êtes dans les beaux quartiers, c'est sûr que les difficultés économiques, vous les sentez moins que si vous êtes un travailleur. Si vous êtes dans un endroit où peut-être les populations elles ont tendance à se bagarrer ou qu'il y a du crime organisé ou des choses comme ça, là vous le sentez plus que si vous êtes un employé du gouvernement ou un fonctionnaire et que vous travaillez au plateau, enfin dans un endroit ici à Montréal qui est assez calme. Donc c'est sûr que les signes qu'on peut voir, c'est tout d'abord la dette. Moi, je crois que c'est le signe le plus important. La dette des pays ou des agglomérations, des villes, des communautés qui grandit. Ici, au Québec, j'ai regardé, vous avez une dette. La dette de Montréal est très grande. C'est, je crois, 67% de l'économie de la ville. Et je crois que pour le Québec, vous êtes à 100%, donc du PIB. Ou peut-être c'est l'inverse. J'ai pas de mémoire, mais j'ai regardé. Vous êtes dans les normes de l'Occident, c'est-à-dire que vous êtes très très endetté. Et ça c'est un signe important parce que cette dette il va falloir la payer. Et quand les taux d'intérêt sont très bas, ça passe. Mais quand ils montent, c'est très difficile. Et là ils ont monté ces 2 dernières années. Et là on va probablement cette semaine commencer un cycle de baisse des taux d'intérêt, ce qui veut dire qu'ils ont décidé de ne pas rembourser les dettes et de laisser filer l'inflation. Et ça, c'est un deuxième signe très important, l'inflation qui fait que l'on perçoit, nous tous, en tant que consommateurs, avec l'augmentation des prix, des biens de consommation, de l'essence, de tout, eh bien, cette inflation, elle est un moyen de réduire la dette, si on veut, mais c'est quelque chose qui coûte très cher pour les gens, surtout les petits revenus. C'est quelque chose qui les vole de leur richesse, de leur salaire. Et c'est également une inflation qui est vendue à des chiffres beaucoup plus bas que la réalité. Hein. Tout à fait. C'est tout à fait juste comme remarque. Si on avait le calcul de l'inflation d'aujourd'hui et si on le faisait avec les mêmes critères et les mêmes méthodes que l'on faisait dans les années 70, on aurait aujourd'hui 25% d'inflation chaque année depuis 3 ans. Exact. Et donc, c'est énorme en réalité parce que évidemment ils trichent avec les chiffres, ils changent la manière de calculer, ils changent les biens par exemple là où il y avait un steak, maintenant ils mettent de la viande hachée et ils disent mais c'est quand même de la viande. Évidemment la viande hachée est moins chère que le steak, donc ils changent ce qu'ils mesurent pour essayer de baisser l'inflation. Et puis par exemple quand un ordinateur qui coûte $1000 il y a 5 ans, aujourd'hui ils considèrent qu'il est 3 fois plus puissant. Et le même ordinateur qui coûte peut-être $1000 aujourd'hui, il considère qu'en fait, il vaut 300 pour le calcul, parce qu'il vaut 3 fois moins, parce qu'il est 3 fois plus puissant. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça que seulement en allant dans le détail, on peut se rendre compte qui font qu'on triche avec ces chiffres. Donc, l'inflation, c'est un élément important. Un autre élément important, c'est la corruption. Plus les systèmes vont mal, plus les gens, au lieu de réussir par eux-mêmes, surtout dans la politique et dans les administrations, vont dans la corruption pour gagner un peu d'argent, et on le voit beaucoup en Occident. Moi, je le vois énormément aux États-Unis. On le voit dans beaucoup de pays en Europe. La corruption est rampante, elle est partout, de plus en plus forte. Et ça, c'est un très très mauvais signe. Un autre signe, ce sont les pannes. Alors ça, j'en ai pas expérimenté cette semaine. Mais c'est vous qui le savez. Est-ce que vous êtes dans un coin où il y a des pannes d'électricité de plus en plus fréquentes? Est-ce qu'il y a des trains qui sont en retard, des systèmes qui fonctionnent de moins en moins bien? Ça, ce sont des signes. Par exemple, lorsqu'il y avait le Covid, juste pendant et après le confinement, on a eu des problèmes d'approvisionnement. Il manquait des pièces détachées, et donc il y a eu des pannes
parce qu'il manquait la chaîne d'approvisionnement globale, elle était ralentie, elle fonctionnait plus aussi bien. Et donc ça, ce sont des signes qui montrent l'effondrement. Et puis je crois que peut-être le pire et le plus dangereux, et ça, on a pu constater pas plus tard que cet après-midi, en étant dans la centre-ville de Montréal, qu'il y a de plus en plus de gens qui sont malades, de plus en plus de gens qui sont dans la drogue, de plus en plus de gens qui sont fous. On voit, il y a une sorte de fuite de certaines personnes. Alors heureusement, ils ne sont pas agressifs. En tout cas, ceux qu'on a vus aujourd'hui, ils n'étaient pas agressifs. Ils étaient dans leur coin un peu ravagés, les pauvres. J'ai beaucoup de pitié pour eux, mais ça, on le voit de plus en plus. On l'a vu aux États-Unis. On voit comment les villes se sont transformées dans des dépotoirs comme San Francisco, On est en train de vous perdre, Pierrot. des dangers. On le voit enfin des grandes comme Paris, c'est devenu horrible. Il y a des rats, les ordures, les gens qui font leurs besoins. Parce que c'était l'Inde. Et je pense qu'il n'y a plus ça, justement. Donc ça, ce sont des signes très, très significatifs. Pierrot, si on parlait un peu de la Suisse et faire un parallèle avec le Canada, vous allez me dire c'est boiteux, mais je me suis informé un petit peu sur l'actualité suisse et j'ai constaté des trucs quand même assez étranges. À Genève, la police des poubelles, ça existe. Les poubelles sont taxées en Suisse. Alors, de plus en plus, les mesures écologistes pour une meilleure gestion des ordures, elles sont en Suisse et dans d'autres pays. Vous avez en fait les sacs poubelles dans un magasin, voilà, dans le commerce, mais ils sont beaucoup plus chers que les sacs poubelles normaux parce qu'il y a une taxe dessus. Donc, par exemple, dans la commune où j'habite, les sacs poubelles coûtent à peu près, ça fait $5 le sac poubelle. Et donc, 35 litres, par exemple, ça coûte à peu près $5. Et donc, vous faites très attention à ce que vous mettez dedans, parce que évidemment, on va faire attention si on voit que vous jetez votre sac poubelle qui est pas de la bonne couleur dans la poubelle municipale. Soit ils vont pas le ramasser, soit ils vont regarder qui c'est qui a jeté ce sac poubelle. Mais vous pouvez toujours aller dans la commune à côté. Pardon? Ils font enquête. Oui, j'ai remarqué ça dans une émission spécialisée. Oui, ça arrive. Il y a des mecs en uniforme là, qui contrôlent, qui font des contrôles. C'est fou, là. Oui, ils font des contrôles, mais c'est quand même rare. Bah, c'est comme ça. Il y a aussi des contrôles douaniers de véhicules, de citoyens ordinaires qui essaient d'aller profiter des rabais sur la viande en France, qui reviennent en Suisse et qui se font pincer par les douaniers. Alors, j'ai pas entendu le début de votre phrase. Il y a également les contrôles douaniers de véhicules, de citoyens ordinaires, des pauvres gens qui vont essayer d'aller profiter des rabais sur la viande en France et qui se font pincer par les douaniers suisses. Oui. C'est incroyable, ça. Ça s'appelle la Communauté européenne. Et donc, depuis toujours, on se souvient des contrôles à la frontière, oui. Ah ouais. C'est très spécial. Le citoyen suisse ordinaire, là, est-ce qu'il est en mesure de boucler son budget ou? Alors, en Suisse, il faut bien se rendre que c'est un des pays les plus riches du monde. Donc, les budgets, le niveau de vie est très élevé. Avec la vie, mais les salaires sont très élevés. Donc, ça marche assez bien. Ici, très honnêtement, nous sommes privilégiés en Suisse. Nous avons un niveau de vie beaucoup plus élevé que la France, 3 au moins 4 fois plus élevé que la France, peut-être 6 ou 7 fois plus élevé que l'Angleterre, etc. Donc on peut pas se plaindre. Je pense que la Suisse est une exception dans le monde d'aujourd'hui. Donc, pas d'effondrement en Suisse pour le moment. Tout semble bien aller. On est en train de cracher l'espace. C'est drôle, Pat, toi, le son, ce qui est bon. Allô? Lorsque monsieur intervient, lorsque monsieur intervient, il y a des coupures, effectivement. Oui, il y a des coupures, c'est sa ligne cellulaire. Je sais pas. J'ai aussi des coupures quand je vous entends. Oui, c'est très étrange. Très étrange. Alors, j'ai mis un écouteur sur le téléphone mais j'espère que ça va aller mieux. Je vais voir si c'est un problème de Wi-Fi ou quoi. Je vais regarder.
OK. Pour l'instant, vous entendez très bien, justement. Oui, là, ça sort très bien. Voilà, Bon. une autre question. Dans votre livre à succès sur l'effondrement, vous prédisiez justement, vous avez osé une date, là, 2025. Est-ce que vous, selon justement tout ce qui agite la planète actuellement, là, on le voit avec même notre Justin Trudeau qui est en faveur d'envoyer des missiles de longue portée sur la Russie, toute cette escalade-là du côté de l'Ukraine, est-ce que vous maintenez cette prédiction-là de 2025? Parce qu'en apparence, elle semble très crédible. Alors, comme je le disais, l'effondrement, c'est un processus, c'est un empirement des choses. Il y a des moments où ça s'accélère, des moments où ça se calme, des moments où ça va de plus en plus vite. Il s'est passé deux choses, comme j'ai sorti mon premier livre en 2011, il s'est passé deux choses qui ont été plutôt positives. La première, c'est que nous avons eu un peu plus de pétrole aux États-Unis, dans tout ce qui est les gisements de schiste que prévu. Donc, il y a eu un petit peu plus de pétrole et donc nous ne sommes pas entrés dans des crises de production. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on a de l'énergie encore pendant quelques années relativement abondante et peut-être à un prix raisonnable. S'il n'y a pas la guerre en Iran, ça devrait aller. L'autre élément qui est beaucoup plus politique, c'est que, alors, et ça, il faut que je vous explique le contexte, parce que je l'expliquais dans mon livre. En fait, les États-Unis, c'est un empire. C'est un empire qui est propriétaire du Canada, de l'Europe et de plein d'autres pays. Et c'est malheureusement comme ça. Et cet empire, comme tous les empires, ils finissent par devenir trop gros, trop corrompus, avec trop de dépenses. Et la dette des États-Unis est à un niveau colossal et qui commence à lui poser beaucoup de problèmes. Et souvent, lorsque les empires ont des problèmes, ils essayent de faire les guerres pour aller capturer plus de ressources, pour nourrir leur énergie et leurs besoins d'énergie et leur économie, mais aussi pour créer des tensions qui vont leur permettre de se justifier et de justifier leurs dépenses militaires notamment, mais d'administration, de bureaucratie, etc. C'est quelque chose qu'a fait l'Empire espagnol, qu'a fait l'Empire français, qu'a fait l'Empire britannique. Avant ça, l'Empire ottoman, les Romains évidemment, et tous les empires finissent par devenir trop gros et ont des problèmes, et généralement, ils font soit faillite, soit ils s'effondrent, ou ils font une guerre qui les use, une guerre de trop, et qui leur coûte très très cher. Les États-Unis, évidemment, les guerres de trop, on les a vues. Après le 11 septembre 2001, ils sont partis pour 20 ans de guerre, et ça leur a coûté très très cher, et ça accélère l'effondrement, le processus d'effondrement des États-Unis. Mais en 2016, il s'est passé une anomalie, il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est que vous avez eu Donald Trump qui a été élu. Et pendant 4 ans, les États-Unis n'ont pas fait de guerre. Et donc ça a ralenti le processus d'effondrement, ça a ralenti la dérive guerrière, et ça a permis, d'ailleurs, ça a laissé le temps à des concurrents, la Russie, la Chine, et l'alliance de ces deux pays qui, en plus, maintenant, commencent à avoir de plus en plus d'autres pays pour une autre manière de voir le monde. C'est ce qu'on appelle la multipolarité. Eh bien, les États-Unis, en fait, ont perdu 4 ans dans leur processus d'effondrement, ou ont gagné 4 ans. Et donc, mes prédictions, enfin, les scénarios que je disais être très probables à partir de 2020, ils sont un petit peu reportés. Mais vous avez remarqué qu'en 2020, il s'est aussi passé quelque chose d'important. Nous étions au bord de l'effondrement de la finance américaine, et comme par hasard est arrivée la pandémie. Et tout le monde, tous les experts en 2019 disaient attention, l'effondrement de la bourse, l'effondrement financier, il est imminent. Et tout d'un coup, en janvier 2020, arrive une pandémie qui tombe bien pour contrôler les populations, en tout cas essayer de les contrôler. Et donc on a eu 4 ans comme ça donc on a eu 4 ans de Trump et 4 ans de situations très étranges. Alors je crains que malheureusement les autres tendances lourdes, eh bien, elles vont faire qu'on va rattraper ce temps perdu. Et je sens que la dérive pour la guerre en ce moment, il y a une volonté très forte pour continuer ces guerres en Ukraine. Il y a cette guerre au Moyen-Orient. Beaucoup parlent de vouloir faire une guerre avec la Chine bientôt. Moi, je pense que évidemment, ce sont des fous. Ce sont des gens qui feraient mieux de s'occuper du désastre économique dans lequel l'Occident s'est mis plutôt que de pousser à la guerre. Mais évidemment, la logique de ceux qui veulent la guerre, elle est différente que ceux qui veulent la paix. Et donc, est-ce qu'on aura vraiment une situation encore plus difficile en 2025 qu'en 2024 ? Je pense que oui.
Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'effondrement? Et ça, c'est l'imaginaire qui nous joue des tours, parce que moi, quand je parle d'effondrement, et comme j'explique dans mon livre, ça veut dire plus de crise, plus de pauvreté, plus de difficultés économiques, plus de dettes, plus d'inflation. Il y a des gens qui, lorsque je parle d'effondrement, eux, ce qu'ils entendent, c'est Mad Max. Ils s'imaginent qu'on va être tous en vêtements de cuir avec des super voitures et se tirer dessus sur les autoroutes entre Montréal et Ottawa. Ouais. Donc, mais c'est spécial. Vous avez devancé ma question sans le savoir, parce que j'allais justement vous poser une question qui était pendant la COVID. On a vu toutes ces mesures-là qui ont quand même amené des problèmes assez importants, comme par exemple les pénuries, on le voyait. Et puis, croyez-vous qu'on a frôlé une forme d'effondrement, justement, par ces... Mais était-ce, selon vous, un exercice un peu planifié d'obéissance ou de quoi que ce soit? Alors, l'exercice d'obéissance, il est clairement planifié. L'arrivée du virus à un bon moment, je ne sais pas, j'ai pas les preuves, mais il y a quand même un doute sur le timing. Pour les autres choses, les confinements, je pense qu'il y a eu des plans, mais beaucoup d'amateurisme et d'incompétence dans l'application. En plus, il y a eu des différences énormes entre les différents pays. J'ai appris que ici au Québec, vous avez eu des politiques très dures pendant le Covid. Les pires d'Amérique, Oui, c'est terrible. On se souvient tous à l'étranger. Nous, on a suivi évidemment d'Europe toute cette grève des camionneurs qu'il y avait eu également, avec toute cette menace sur les comptes bancaires. Il y avait clairement une tendance. J'ai cru voir pousser une petite moustache sur certains politiciens. Il y a eu clairement une tendance à l'autoritarisme et peut-être même à la tyrannie qui s'est développée. Et puis ça a raté. En tout cas, leur exercice, je trouve qu'il a. Alors peut-être je suis biaisé par les gens que j'ai autour de moi, mais moi je trouve que beaucoup de gens se sont révoltés. Alors, les gens très gentils qui aimaient bien leur gouvernement, ils se sont révoltés parce qu'ils se sont rendus compte que l'État, qui est censé, selon eux, aimer et protéger les citoyens, il les a trahis et les a pas protégés du tout pour le Covid et pour plein d'autres choses. Et puis ceux qui étaient déjà méfiants par rapport à l'État, eh bien, ils ont confirmé la raison de leur méfiance. Donc je crois que, somme toute, alors, il y a des gens qui pensent l'inverse que moi, mais j'ai l'impression que c'est un échec total, ce qui s'est passé. Quant aux supply chains, les chaînes d'approvisionnement, clairement, on a frôlé des problèmes très très graves. Parce qu'on a eu des retards, on a eu des arrêts d'usines, on a eu des arrêts de transport, on a eu des arrêts de cette machine extrêmement précise et complexe qu'est la supply chain mondiale. Et on a vu, en tout cas en Europe, on a vu que c'était pratiquement impossible de trouver des pneus. C'était impossible de trouver des vélos parce que un magasin avait des cadres, l'autre avait des freins, l'autre avait des roues et personne communiquait et pouvait transporter facilement comme on le fait d'habitude pour que tout le monde puisse fabriquer et vendre ses produits. Donc on a eu en plus beaucoup de faillites, beaucoup de gens, des commerces qui ont dû s'endetter pour survivre. Beaucoup sont morts. De commerce de détail, mais aussi des petites entreprises. Les grandes entreprises, elles ont survécu. Elles étaient aidées. Elles ont même acheté beaucoup de petits ou avalé beaucoup de petits commerces. Mais ça a été très dur économiquement. Si on revient 4 ans en arrière, c'était quand même, enfin même en Suisse, je sais que c'est un fait divers, mais on a eu pas mal de gens qui se sont suicidés. Malheureusement, on a eu des commerçants qui venaient de tout mettre, tout ce qu'ils avaient économisé dans une petite entreprise, dans un petit restaurant, juste au début de la pandémie et enfin de l'événement. Et puis 6 mois plus tard, ils ont fait faillite parce que personne n'était dehors. Donc il y a des gens qui malheureusement se sont suicidés. Donc on a sans parler des jeunes des jeunes peut-être les plus fragiles qui se sont retrouvés dans des situations d'isolement, dans des familles peut-être où c'est pas toujours facile. Il y a eu des drames sociaux importants. Alors, au Québec aussi, nos gouvernements ont très bien caché cette vérité-là. Oui. Absolument. Les médias ne font pas leur travail. Ils sont un instrument de plus de contrôle et de mensonge, malheureusement. Alors, je parle des médias mainstream. Alors voilà, c'est malheureusement c'est pour ça qu'on a l'émergence de petits médias,
de réinformation et même d'autres qui étaient déjà présents, qui ont fait plus d'informations. Et c'est pas facile parce que parfois il y a des médias alternatifs qui font un vrai travail de journalisme, d'autres qui font juste de la propagande et de l'idéologie. Et donc c'est à nous c'est à nous tous de faire le travail de discerner qui dit juste, qui dit vrai, de se remettre en question, de douter de tout et surtout de douter de ce que disent les grands médias, l'État, le gouvernement et les grandes entreprises. La pharmaceutique a gagné beaucoup d'argent pendant cette crise. Mmh. Pendant cette crise, la peur semble avoir été le dénominateur commun de toutes les actions qui ont été menées contre les citoyens, contre les libertés fondamentales. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres phénomènes d'accélération de cette peur-là, Pierrot, au cours des prochains mois ou des prochaines années? Plus les crises avancent et moins la confiance est grande envers les gouvernements, plus la peur va être utilisée pour nous manipuler. Alors la peur dans la politique et dans la gestion des populations, c'est pas nouveau. Ça date de très longtemps. Mais il y a une différence depuis une vingtaine d'années. Avant, on nous faisait peur, on disait attention, les Allemands vont nous envahir, ou attention, les Japonais vont prendre notre économie, ou attention, qu'est-ce qu'on nous disait il y a quelques siècles, je sais pas, le diable. Si vous n'êtes pas sage, le diable va venir vous prendre ou va vous posséder. C'est très ancien d'utiliser la peur pour forcer une guerre, pour obtenir le consentement de la population, pour des actions politiques ou des actions même économiques. Donc, la différence, c'est que dans le passé, ceux qui nous faisaient peur, à la limite, peut-être ils exagéraient les menaces, parfois les menaces existent vraiment, mais ils essayaient de nous apporter des solutions. Ils disaient, OK, l'ennemi est à nos portes, mais faites-moi confiance, je vais vous apporter ce que tout un État ou un gouvernement devrait apporter, c'est-à-dire la stabilité, la prospérité et la sécurité. Et aujourd'hui, les solutions qui nous sont amenées ne sont pas liées à notre prospérité, à notre bien-être, à la sécurité. C'est, écoutez, si vous ne faites pas comme on dit, vous allez être punis. Vous allez être de plus en plus. On va augmenter les sanctions contre vous. Donc, ayez peur, faites-nous confiance, mais obéissez et soumettez-vous. Ce n'est plus du tout. Il n'y a pas beaucoup de carottes, il y a beaucoup de bâtons dans leur manière de faire. Et on nous surveille, on nous espionne, on surveille nos transactions bancaires, on met des nouvelles règles, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. On sent que les libertés qui sont surtout, d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, mais aussi dans la culture européenne en général, ce sont depuis 4 siècles, depuis 5 siècles, même pour les Britanniques encore plus longtemps, des valeurs fondamentales à l'esprit et l'âme européenne, fondamentales à notre civilisation. Et là, on nous dit depuis 20 ans qu'il faut se soumettre, il faut obéir, et même les dictatures du passé, j'en mentionnerai pas pour pas être polémique, mais même les dictatures du passé du XXe siècle, elles nous faisaient rêver. Le communisme, moi je déteste cette idéologie, mais les gens qui étaient dans les pays communistes, ils leur disaient il faut obéir aux règles, il faut faire ceci, cela, mais vous allez voir, un jour ce sera fantastique, il y aura le rêve du paradis des prolétaires, la communauté des biens pour tous, etc. Enfin, moi je trouve que c'est idiot, mais ça peut faire rêver des gens. Aujourd'hui, on nous vend pas de rêve, on nous vend juste, à part le rêve LGBT qui est très bizarre, on nous vend essentiellement de la peur, de la soumission et de l'esclavage. En fait, ce qu'on nous vend, c'est le monde de 1984 d'Orwell. Et ça, je suis pas sûr que les gens y veulent. Donc, évidemment, la peur, c'est une émotion puissante. J'ai écrit un livre, évidemment, là-dessus, qui vient de sortir, mais cette émotion puissante, elle est capable de nous submerger, de nous immobiliser, de nous paralyser. Mais elle est aussi capable de créer la colère. Donc, il faut faire. Moi, je donnerais comme conseil aux gens qui nous dirigent par la peur de faire très, très, très attention, parce qu'au-delà d'un certain seuil, la peur crée la révolte. Et je pense, je ne sais pas si on est près de ce seuil, mais clairement, s'ils essayent de nous faire peur pour nous envoyer en guerre, pour nous envoyer encore plus des restrictions de liberté, un jour ils vont avoir une révolte.
C'est pas impossible. Pat, je te passe la POC. Oui. Ben justement, on parle justement dans votre livre, ce que vous mentionniez, mais est-ce qu'on pourrait penser, ou en fait est-ce que vous pensez que cet affaiblissement-là, cet effondrement-là, que vous définissez bien comme non pas comme un épisode de Mad Max là, ou la fin du monde, là, mais est-ce que vous le voyez venir surtout par l'économie, ou on peut aller parler de d'autres événements qui pourraient être autant un facteur décisif? Il y a effectivement des événements par définition imprévisibles, ce que quelqu'un comme Taleb parle de signes noirs. Il y a des événements qui sont exogènes, qui sont extérieurs à toute la politique, et ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être, je sais pas, imaginez en 2029, on attend une météorite qui passe à très très près de la Terre, là, elle s'appelle Apophis. Imaginez qu'elle se casse et qu'un morceau tombe. Ça pourrait faire des catastrophes gigantesques. Alors, évidemment, on souhaite rien de tout ça, mais on peut pas prévoir l'imprévisible. En revanche, ce qu'on peut prévoir et sur lequel on peut travailler, ce sont les tendances. Comme on fait un analyste, vous savez, on a tous des tendances. On grandit quand on est jeune, après on vieillit, et donc on peut dire, en étant sûr de pas se tromper, que 100% des gens, un jour, ils vont mourir, par exemple. Bon, ça nous avance pas, mais voilà, on peut faire des tendances. Donc, quand on voit l'économie, on peut se dire, la dette est tellement grande que soit on va faire un changement radical, c'est possible. On nous parle de monnaie programmable de banque centrale en ce moment, et qui pourrait remplacer toute la monnaie, effacer la dette d'une manière étrange, mais comme la dette, elle est essentiellement entre gouvernements et entre institutions financières, il faut voir si ça cause pas des problèmes. On peut très bien imaginer que finalement on efface la dette et que tout devienne propriété de l'État. Mais les gens travaillent pas très bien dans ces cas-là, donc l'effondrement, là, il devient un effondrement de productivité. On peut imaginer plein de scénarios, on peut imaginer la guerre, mais la guerre dans des pays qui sont désindustrialisés, c'est très compliqué à faire. On le voit en Ukraine aujourd'hui, où les pays occidentaux, ils n'ont pas 1/10 des munitions qui sont utilisées tous les mois dans le conflit. Et donc ça va s'arrêter parce qu'il y aura bientôt plus de gens vivants qui peuvent combattre et de munitions. Donc c'est jusqu'où ça peut aller. On peut imaginer des guerres civiles. Alors j'espère pas au Québec, mais clairement en Angleterre ou en France, nous avons des situations assez tendues. On peut imaginer des révoltes très lourdes aux États-Unis si un candidat perd ou un autre aux élections de novembre. Il y a plein d'événements. C'est difficile de prévoir, et par définition, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais clairement, on peut tracer des tendances. Vous êtes vraiment un visionnaire, parce que vous venez encore de devancer ma prochaine question. La possibilité d'une prise de pouvoir, justement, par Harris aux États-Unis. Les sondages sont très serrés, on le voit. Est-ce que, pour elle, la voyez-vous, vous parlez de communisme, en quelque sorte, en fait une, la voyez-vous comme dans cette possibilité-là, qu'elle devienne un jour présidente des États-Unis? La voyez-vous comme une forme de bougie d'allumage de cette accélération-là? Et c'est une question à 30 000 milliards de dollars, mais c'est vrai que c'est l'exemple au lieu de donner un avis, on peut donner des scénarios avec des probabilités. Voilà. Alors, il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario où elle est élue, sans tricher. Et donc, ça veut dire que Trump, il est trop âgé, ou il peut encore se faire assassiner. On l'a vu aujourd'hui, hier, pardon. Bref, l'imprévu est énorme tant les enjeux sont grands. On peut aussi imaginer que peu importe qui soit élu, on se rend compte que finalement, c'est pas le président qui décide beaucoup de choses aux États-Unis. Il y a quand même des oligarques, il y a des lobbies, il y a des lobbies industriels, il y a des lobbies politiques, il y a des lobbies de pays étrangers très puissants. Il y en a plusieurs. Il y a aussi de l'inertie. Vous pouvez avoir n'importe quel président, la dette, elle est comme ça. Elle est comme elle est. La Réserve fédérale, elle décide ses taux d'intérêt sans avoir besoin de l'input du gouvernement, du Congrès, du Sénat et du président. Donc, il peut se passer beaucoup de choses comme il peut se passer aucune chose. Ensuite, il y a les petites mesures qui ont des grands effets. Par exemple,
la volonté d'ouvrir les frontières très grandes ouvertes depuis très longtemps, mais qui s'est accéléré ces 4 dernières années en Amérique du Nord. Oui. Alors, sur le papier, on peut expliquer ça de plein de manières, mais sur le papier, ça fait baisser les salaires, il y a de nouveaux travailleurs, etc. Mais c'est aussi plus de criminalité, moins de chats, visiblement. On a aussi beaucoup de de personnes qui font exploser la charge de l'État au niveau social, etc. Et puis effectivement, dans les villes, on a un exode des gens autochtones qui s'en vont parce que des quartiers entiers sont pris soit par des gens qui essayent de travailler, qui veulent se loger, des gens normaux, mais parfois aussi par des gangs criminels très importants. On l'a vu au Colorado, il y a eu cet exemple le mois dernier de quartiers entiers de la ville qui ont été pris par des mafias où plus personne ne touche le loyer. Ce sont les mafias qui récupèrent comme une force d'occupation militaire l'argent des gens. Et donc tout ça peut avoir des effets qui peuvent amener à des petites tensions, à des opérations de police soutenues par l'armée. Ça peut être des opérations militaires importantes. On peut imaginer aussi, dans certaines situations, que l'armée se split, qu'il y a des unités qui obéissent et d'autres non. Et puis on peut imaginer le scénario catastrophe qui est la guerre civile, où là le pays se coupe en deux, avec l'armée qui se coupe en 2 ou 3 ou 4, hein, dans les guerres civiles, c'est pas toujours forcément binaire. Bref, les scénarios sont ouverts. Alors, quelle est la probabilité? Il y a la probabilité que pas grand-chose se passe, qui est la plus grande à mon avis, mais qui continue à ajouter des tensions, des problèmes économiques sur ce qui existe déjà aujourd'hui. J'ai même pas mentionné le scénario où Trump se désiste, parce qu'il dit voilà j'en ai assez, ou alors qu'il passe. Et là vous avez aussi la situation de toutes les élites, les médias, une grande partie de l'État profond, c'est-à-dire des entreprises et des systèmes et des organisations de sécurité intérieure du pays qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Mais là aussi c'est pas un monolithe. L'État profond, je pense que vos auditeurs, que tout le monde aujourd'hui est conscient de la définition, mais en fait, il n'est pas monolithique, il a plusieurs factions. Il y a des gens qui sont dans l'État profond, il y a des gens et des oligarques qui sont pour Trump. Aujourd'hui, on entend que le monde financier souhaiterait plutôt que Trump revienne. Le monde du pétrole souhaiterait que Trump revienne. L'armée de terre souhaiterait que Trump revienne, alors que la marine et l'aviation, sont plus ambigus, parce que la marine et l'aviation préparent une guerre contre la Chine, alors que l'armée de terre, elle sait qu'elle peut pas faire une guerre contre la Russie, ce serait suicidaire. Donc c'est très complexe, ça devient et d'ailleurs c'est un des symptômes des problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus savoir qui gouverne. On ne peut plus savoir quels sont les programmes et les prévisions deviennent difficiles, et donc on est tous un peu aveugles dans des pays qui peut-être eux-mêmes sont aveugles. Et à la fin, qu'est-ce qu'on peut aussi dire? C'est que la complexité de l'économie, la complexité du monde moderne est tellement grande que peut-être le modèle de l'État est un modèle obsolète, et qu'il faut peut-être donner la liberté aux gens. Et ça c'est mon avis, mais on est loin de ça aujourd'hui. On est au contraire plus proche d'une volonté de cette c'est une sorte de psychose de vouloir tout contrôler, presque une maladie mentale. Et le contrôle total, il est impossible dans une économie complexe. C'est une hégémonie numérique qu'on nous propose en ce moment, là. C'est ça qu'ils font. En tout cas, l'aspect numérique, moi j'ai travaillé 20 ans dans le marketing international, dans l'informatique, dans les logiciels. Donc je connais encore un peu l'industrie de l'informatique. L'informatique, c'est souvent dirigé par des geeks, hein, des gens un peu avec des rapports sociaux difficiles, mais qui aimeraient que tout soit organisé comme dans une machine, où quand on appuie sur A, on a l'effet B, et quand on appuie sur C, on a l'effet Z, et que tout soit prévisible et tout fonctionne très très bien. Mais le monde des humains ne fonctionne pas comme ça. Ouais, et donc, vouloir tout contrôler, vouloir tout traquer, ce que pensent les gens, ce que font les gens, les manipuler à distance avec les Facebook, les réseaux, moi je crois que ça va planter, je crois que ça va marcher. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est d'énerver les gens
N'importe quelle personne qui va sur ces réseaux, il s'énerve, c'est du stress. C'est bien pour ça que je me connecte avec le réseau de mon éditeur et pas le mien. J'ai pas de compte X. Et donc, je n'y vais jamais. Et donc, je suis pas stressé par tout ça, par les discussions stériles et par les. Alors, j'imagine qu'il y a des choses intéressantes, hein, mais voilà, j'ai pas le temps. C'est peut-être ma génération qui ou moi qui abandonne l'envie d'être à jour sur ces choses-là. Mais certainement, je me souviens quand j'étais plus jeune, j'ai plus la télévision depuis 2005. Mais avant 2005, on regardait la télévision et il y avait aussi des débats qui étaient stressants parce qu'il y avait des gens qui étaient provocants, d'autres qui faisaient peur, d'autres qui qui nous fâchaient, etc. Donc tout ça, c'est un game, c'est un théâtre. Et le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, avec cette informatisation, on est touché à tout moment, à tout instant de la journée, on est dérangé, on a un stress croissant et tout ce stress est souvent apeurant. En tout cas, il nous fait peur. Ce qui est incroyable aussi sur ces réseaux-là, comme ici, c'est que souvent, on pense qu'on a une interaction avec un être humain, mais ça peut être une machine aussi. Et ça, c'est très déroutant, là. Oui, et d'ailleurs, une des choses peut-être les plus étranges qui sont en train de se passer, notamment avec l'intelligence artificielle, qui sont des systèmes experts, hein, c'est pas vraiment des intelligences, hein, faut pas. Mais en tout cas, ces systèmes qui se mettent en place, d'une part, ils permettent de manipuler par des bots, des robots qui sont numériques, qui sont encore plus efficaces et qui simulent les êtres humains, qui peuvent avoir des conversations peut-être un peu plus fines que tout ce qu'on a dans les centres de support automatique qui marchent jamais. Mais on a aussi, je regardais l'intelligence artificielle, on en parlait, c'est pour donner un exemple. L'autre jour, on était dans la voiture et on se posait la question avec mes camarades qui sont ici au Québec sur l'utilisation de ces intelligences artificielles dans le monde de la pornographie. Parce que Brad Weinstein, qui a aussi un blog en ligne, en parlait l'autre jour, je crois que c'était avec Joe Rogan, où il disait, mais les gens vont prendre les photos de leurs camarades de classe à l'école, ils vont prendre les photos de leur mère, de leur grand-mère, et l'intelligence artificielle va créer des images pornographiques, bientôt des films pornographiques avec des gens que vous connaissez, ou peut-être des gens même qui sont morts, et en fait, le mindfuck, je sais pas comment dire ça en français, le potentiel de folie que ça peut provoquer, il est très très grand. Et sans parler des problèmes de la légalité, sans parler des problèmes de la réputation, et donc, surtout chez des jeunes, et donc également des problèmes de pédophilie. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un prend des photos de vos enfants qui sont sur vos réseaux sociaux et les met dans une intelligence artificielle pour en faire des films pornographiques? Vous imaginez les problèmes que ça peut amener pour la réputation des enfants, qui peut-être ensuite vont... Et on revient au problème du suicide et des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, on en est au balbutiement de tout ça. Et on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à régler et à réglementer cela, parce que les lois, elles sont contournées, c'est Internet, c'est partout. Donc en fait, on arrive, et alors qu'on parlait de ça, hier dans la voiture, qu'est-ce que je reçois aujourd'hui sur les différents réseaux, sur mon téléphone? Des pubs pour des intelligences artificielles qui prennent des photos et qui leur enlèvent les vêtements. Je viens de voir ça aujourd'hui. Oh, non. Et donc, et je dis ça à mon camarade, je dis, t'as vu, c'est incroyable. Et lui dit, c'est incroyable, moi aussi je viens de recevoir ça. Parce que son téléphone et mon téléphone, ils nous ont écoutés dans la voiture. Ouais. Et voilà, c'est un exemple sur ça. Donc, on a une grande nécessité d'autodiscipline. On a une grande nécessité de discipline de travail sur soi-même. Et ça, on sait que la plupart des gens, ils le feront jamais. Donc, on a des problèmes, comment dire, on va être foqué sur ces trucs-là. Je sais pas, c'est l'expression que je découvre ici au Québec qui me fait rire. Mais on va avoir beaucoup de besoins de maîtrise et on va avoir des problèmes sociaux inimaginables. Bon, c'est comme ça. Mais ça deviendra de plus en plus difficile pour l'être humain de gérer tout ça. Aïe, c'est très spécial. Pat, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet-là? Non, je trouve ça très intéressant. Par contre, je suis convaincu là, qu'on a déjà des auditeurs qui ont le goût d'intervenir. Absolument. Pierrot, vous avez envie d'interagir avec les gens? Avec plaisir.
Alors, mesdames et messieurs, j'ajuste les réglages. Vous pouvez, à partir de maintenant, discuter en compagnie de Pierrot. Vous pouvez prendre la parole. Alors, je donne la parole en premier à Sasena. Vous êtes en ligne. Sasena, c'est à vous. Mon Betty, histoire de harcèlement, donc j'avais Non. changé le nom, mais j'ai changé Betty pour que tu me reconnaisses. Ouais. Bonjour à tous, bonjour Pierrot, que je suis depuis plusieurs années maintenant. Qui a été très instructif à beaucoup d'égards. J'aimerais intervenir sur plein de sujets, mais j'ai peu de temps, alors je vais juste faire popper quelques éléments comme ça. C'est sûr que dans les derniers travaux, il y a eu beaucoup de travail ces dernières années qui avaient été amenés pour amener les personnes à être plus autonomes et puis faire face à des crises majeures. J'ai suivi en fait certains de ces apprentissages, etc. Et j'en suis arrivée à une certaine conclusion que des crises majeures, à notre niveau, il y a peu de chances de les voir arriver. Des crises mineures, oui, mais majeures, j'ai l'impression que ces peurs de crash global, guerre civile, tout ça, je les vois sur un horizon très très lointain, voire impossible, parce que en fait, ça va être corollaire à un autre point, c'est que j'ai l'impression que tout est fait pour affaiblir mentalement les personnes, la population. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles deviennent complètement folles. Cet aspect de problèmes mentaux qu'on rencontre aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est parce que tout est fait pour nous affaiblir mentalement. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'une guerre ou une guerre civile qui nécessite quand même de la constance, de la volonté et puis beaucoup d'efforts puisse être menée. Je pense que c'est des choses par étincelles comme ça qui vont popper. On a vu par exemple en France quand ça explose très vite et ça dure quelques semaines, quelques mois, puis pouf, ça retombe parce que les gens n'ont pas cette constance dans le combat. Et j'en suis arrivée à cette conclusion-là. Est-ce que ça vaut le coup finalement, sachant que ça va cracher à certains moments, à certains endroits, mais pas tout en même temps. Donc, est-ce que finalement, dans cette histoire-là, dans ces environnements qu'on vit aujourd'hui, bien, premièrement, c'est d'être très analyste dans l'environnement, puis finalement rester positif, parce qu'il y a des endroits où ça va bien, où il y a des endroits où on peut s'en tirer, où on n'a pas cette lourdeur émotionnelle qu'on vit souvent dans les sociétés occidentales. Puis finalement, bah justement, peut-être je dirais pas arrêter d'être dans cette anxiété au cas où s'il arrive quelque chose, mais peut-être travailler sur des compétences, travailler sur notre mental, sur notre façon de gérer des événements compliqués, parce que de toute façon, anyway, ils vont arriver. Donc, on peut pas les anticiper, on peut pas les voir, on sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Mais il faut qu'on soit capable de gérer ça. Et je dis ça parce que je suis moi-même chef d'entreprise. On a souvent cette anxiété qu'un jour notre entreprise peut tomber pour X, Y raison. Et un de mes mentors m'avait dit un jour, et puis quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Il m'a dit, tu vas te retrouver au chômage, tu vas te trouver une job, mais il m'a dit, c'est ton esprit qui fait que tu vas retomber sur tes pieds. Et finalement, quand j'ai acquis cette leçon-là, j'ai eu beaucoup moins d'anxiété par rapport au futur. Donc, est-ce que ça vaut le coup encore de rajouter de l'anxiété sur des situations? On n'arrive pas à anticiper, on ne sait pas quand ça va tomber, on ne sait pas qu'est-ce qui va tomber. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas travailler de manière plus positive? Enfin, c'est ma question. Vous êtes là, Pierrot? Pierrot a tombé auditeur. Ouais, je le vois. Ouais, il y a eu un crash. Je vais y envoyer une invitation à co-animer. Hein. Il y a eu un crash. Ils ont été déconnectés par le système où ils ont fait une erreur de manipulation. Pierrot, si vous êtes là, je vous ai envoyé une invitation à parler. C'est dommage. Tu savais que je voulais lui poser la question. Ah, il s'est sauvé. Non, Pierrot, il s'est pas sauvé. Je l'ai fait fuir. Ça arrive parfois que le système nous crée des problèmes comme ça. C'est pas toujours égal. On l'a remarqué au bout d'une heure et quart, à force d'en faire, ça, c'est là des spaces, on remarque que ça crache souvent. Pierrot, si vous êtes en mesure de cliquer sur le lien. Oui,
semble pas revenu là, pour l'instant. Alors, on va y aller avec d'autres intervenants. On va essayer de corriger. Bon, revoilà Pierrot. Oui. Voilà. Visite cold. Maintenant, allez-y, Pierrot. La parole est à vous. Ça arrive, des petits crashs parfois sur ce système. Mon micro est coupé, là. Il faut qu'il décoche le micro. Oui, appuyez sur le petit bouton avec le petit micro, Allô. Pierrot. Et voilà. Ça marche? Oui, ça fonctionne. Oui, ça a coupé, mais j'ai tout entendu, donc c'est bien. Alors, donc c'est la question de Betty, c'est ça? Oui, voilà. c'est ça. Alors, je vais répondre. Tout d'abord, j'ai l'impression que vous avez lu mes livres parce que c'est exactement ça que je préconise. Parce que souvent, on me pose la question par rapport à l'analyse de où on va, où est-ce qu'on en est, et pourquoi ça va aller mal, etc. Et en fait, c'est à peu près un tiers de mes livres. C'est-à-dire le premier tiers de tous mes livres parle de ça. Parce que évidemment, il faut mettre un contexte et il faut poser le décor, si je puis dire. En revanche, tout le reste, les 2 tiers, c'est dans les solutions. Qu'est-ce qu'on fait? Et au tout début de mes livres, évidemment, je donnais des solutions sur devenir prévoyant, avoir une forme d'autonomie, développer les différents outils, compétences et même savoir-faire et même savoir-vivre qui nous permettent d'être le moins touché possible par les crises, le moins touché possible par les problèmes et s'en sortir. Nous, nos amis, nos familles, etc. Évidemment, ça reste très matériel. Ce que j'ai écrit dans mes premiers livres, c'était compétences et ça. Et vous avez raison de remarquer que cette peur et ce stress, en fait, même quand on parle de la préparation pour bien s'en sortir, en fait, il y a un élément anxiogène qui se met en place. Or, c'était pas mon objectif puisque je voulais pour inciter les gens à l'action et devenir autonome et de plus en plus résilient. L'idée, pour moi, c'était de réduire cette anxiété. Et pourtant, certains me disaient, non, mais quand tu parles d'effondrement, ça nous fait peur. Et c'est pour ça que depuis 8 ans, j'ai travaillé, là, il vient de sortir, le premier tome vient de sortir sur un livre que j'ai appelé Survivre à la peur, et qui travaille plutôt l'aspect philosophique, émotionnel et physique, dans le sens de, par exemple, la relaxation, la respiration, etc., et qui nous amène des techniques, des solutions, des réflexions, des introspections même, pour nous apaiser et nous rendre un peu plus sereins face à cette angoisse et cette peur, tout en tenant compte que la peur, en fait, est une amie. C'est une émotion qui veut nous aider à faire face à un danger, réel ou imaginaire, certes, mais qui est liée à notre compétence de survie développée au fil de l'évolution. Et donc, il faut l'écouter, il faut en être conscient, il faut comprendre ces mécanismes, comprendre à lire les symptômes qu'elles provoquent en nous, pour que l'on puisse se dire, il y a quelque chose qui m'angoisse en ce moment, il y a quelque chose qui me fait peur, je crains que mon entreprise aille mal. Pourquoi? C'est quoi la crainte? Est-ce que c'est une crainte rationnelle que, effectivement, les affaires marchent pas bien, etc., ou est-ce que c'est la crainte, je dis au hasard, je dis pas que c'est votre cas, par exemple, l'ego, le fait d'aller voir les gens et de dire j'ai échoué, et donc d'avoir une peur sociale qui se met en place. Tout ça, ça existe, et on peut travailler dessus. Donc, c'était une question que j'ai trouvée formidable et tout à fait juste, et j'espère que vous m'avez entendu. Merci beaucoup. Citoyen prudent, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. C'est un peu drôle parce que c'était un peu aussi, merci Betty, mais c'était un peu aussi de plus ou moins ma question. Mais c'est ça, je fais le constat. En fin de compte, on a tous fait des constats de faits. On voit ce qui se passe. On sait que ça ne tourne plus rond du tout, de toute façon. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut passer au-dessus, puis se situer un petit peu comme observateur et puis trouver toujours la bonne distance avec les événements qui vont arriver de toute façon, mais parce que ça arrive en fin de compte aussi très très lentement et comme vous disiez, c'était pas évidemment on a tous un esprit un peu pollué avec Mad Max, mais c'est certainement pas ça qui va arriver. Donc c'est un peu tous les jours, un peu tous les ans, quelque chose. Par contre, on peut se retrouver un peu comme en position comme l'Argentine. Enfin, on va prendre le Québec, mais en Occident, dans certains pays en Occident. Donc c'est peut-être plus ça sur quoi il faudrait être conscient. Et que ça oui. Est-ce que vous m'entendez?
On Vous vous entend, m'entendez? Pierrot, allez-y. Oui. Ah ben, par exemple, je vois la liste de vos auditeurs. Je vois par exemple quelqu'un qui a l'air d'être en Israël. Je prends l'exemple du 7 octobre de l'année dernière. Je veux pas faire de polémique, je veux pas rentrer dans le, mais simplement d'un point de vue purement, très simplement local. Vous habitez dans un endroit, tout d'un coup, il y a une attaque de personnes hostiles envers vous, et ils prennent d'assaut votre immeuble pour des raisons. Bon, alors est-ce que c'était prévisible? Peut-être. Est-ce que c'était quelque chose auquel il fallait se préparer? Peut-être. Est-ce que c'était sage d'habiter là et pas plus loin? Peut-être. Néanmoins, ça arrive. Et donc vous faites face, comme vous pouvez. Plus vous avez été préparé, mieux ce sera. Alors là, il s'agit d'un acte violent, il s'agit d'un acte extrêmement violent même, donc c'est un cas très extrême et beaucoup plus grave que, voilà, vous avez perdu votre boulot, ou même, voilà, votre homme ou votre femme vous a quitté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des degrés de risque, il y a des degrés de violence. Là, c'est quelque chose de très violent, très rapide, très subi. C'est comme une agression dans une rue, etc. Donc les risques, en fait, ils sont inhérents à la vie, ils sont présents partout, ils sont à réfléchir. Et puis j'ai bien aimé aussi tout à l'heure cette idée de réfléchir. D'ailleurs, j'ai un chapitre qui est exactement avec cet intitulé. Quelle est la pire des choses qui peut arriver? C'est un excellent exercice de se dire, au fond, c'est quoi la pire des choses qui peut arriver? Alors vous allez dire, ok, je peux mourir, je peux même mourir dans d'atroces souffrances, mais à part ça, quelle est la pire des choses qui peut arriver? Et on retrouve, et c'est là où on réfléchit en fait aux ressources que l'on a en nous, physiques, mentales, psychologiques, mais aussi ensuite les ressources matérielles que l'on a autour de nous, les outils, etc., pour rebondir, faire face à tous les problèmes de la vie. Alors, ce que je dis là, en réalité, c'est et bien que j'ai écrit des livres, même le dernier livre, il fait quand même 960 pages, c'est parce que c'est un sujet très important, c'est un sujet où il faut aller dans le détail. Pourtant, ce sont des choses simples, ce sont des choses qui sont connues et que nous avons en nous depuis la nuit des temps, depuis que nous sommes des êtres humains, et même avant, parce que les animaux ont aussi le sentiment de peur et savent réagir avec leurs instincts, etc. Et souvent, ils réagissent vite et mieux que nous. Mais tout cela est un vaste sujet de réflexion, un vaste sujet d'action, et c'est pour ça que c'est, à mon avis, le plus important que jamais de se pencher sur ça, de se pencher sur notre manière de réagir, sur notre manière de faire, et ensuite, évidemment, se préparer avec le plus d'apaisement et de sérénité possible. C'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut faire un travail d'introspection, essayer de comprendre pourquoi nous avons peur de certaines choses, et pourquoi pas d'autres, et ainsi de suite. Et donc, in fine, l'objectif, c'est d'agir. In fine, c'est de nous mettre dans une situation où nous n'allons pas, évidemment, éliminer le risque. Le risque existera toujours. Nous ne pouvons pas l'éliminer à 100%. Nous n'allons pas influencer les événements que je mentionnais tout à l'heure, les grandes tendances lourdes. Nous avons zéro influence dessus. Donc, il faut avoir une approche un peu stoïque. Il faut développer des systèmes de croyances en nous qui peuvent exister déjà dans une religion à laquelle on adhère, par exemple, pour celui qui est croyant ou ceux qui sont religieux, mais peut-être aussi pour ceux qui ne le sont pas, développer une éthique qui soit solide et non pas juste des valeurs à géométrie variable qui changent en fonction des événements et des avis. Non, développons aussi une sorte à la fois une flexibilité mentale et paradoxalement une rigidité également qui va nous permettre de dire non à ce qui est inacceptable, de dire non aux choses qui sont mauvaises pour nous, de dire non aux mauvaises. Alors ça peut aller très loin. Alors c'est pas mon objectif de faire de la psychologie ici, et même dans mes livres, je vais pas si loin. Mais on est entouré de gens toxiques, on est entouré de gens qui nous font du mal, on est entouré de gens qui nous exploitent, on est entouré de gens qui demandent trop de nous. Ou qui abusent de nous. En premier lieu, c'est l'État, pour moi. C'est le pire des abus. Il vient de l'État. Et donc, en faisant cette prise de conscience, en faisant ce travail, encore une fois, c'est grand, c'est très vaste, c'est un gros travail, on se détache de cet imaginaire un peu peut-être faux ou peut-être un peu vicieux qu'est ce qu'on nous a mis dans la tête par la manipulation, par l'ingénierie sociale, par le cinéma, par les images, qui nous donnent une image fausse de la réalité. Et ça peut aller dans tous les sens. On peut imaginer des gens, une société qui veut nous donner une image de certaines personnes qui est très positive, alors que ces personnes sont dangereuses. À l'inverse, on peut imaginer une société qui nous donne une image erronée et dangereuse de certaines personnes, alors qu'en réalité, c'est faux. Donc, il faut avoir ce discernement. Ce n'est pas facile, c'est un travail.
Mais voilà, donc mes livres sont plus orientés solutions que purement l'analyse. Ce n'est pas un travail de... Je suis pas un intellectuel qui est dans la théorie. Je suis beaucoup dans la pratique en réalité. Je l'ai remarqué beaucoup avec NRBC. NRBC a contribué à baisser mon niveau de stress face aux dangers nucléaires, chimiques et biologiques. C'est une vraie petite merveille, ce livre-là. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. C'est une mine d'or. Bah merci, c'était exactement l'objectif. Parce qu'en fait, j'étais très énervé lorsque les gens me disaient « Oh, en cas de pandémie ou en cas de guerre nucléaire, on va tous mourir, donc il n'y a rien à faire. » C'est faux. Et ben non, bien sûr que non, c'est stupide. D'ailleurs, on a vu que en cas de pandémie, on est tous vivants. Ben oui, ça aurait bien été. Fallait faire gaffe plutôt à ce qui est venu après. Mais enfin, voilà, et même la guerre nucléaire, ils vont pas bombarder, même en cas d'une guerre nucléaire, ils vont pas attaquer tout le monde partout. Donc il faut respirer un bon coup, mais ensuite il faut aussi savoir quoi faire. Donc c'est un exemple d'un livre. Alors je précise, je l'ai coécrit avec un spécialiste de la protection. Donc c'était le chef du GIGN de la cellule NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique du GIGN, qui est une troupe d'élite de la gendarmerie française et qui est en l'occurrence spécialisée dans quoi faire s'il devait y avoir une attaque ou un accident chimique ou une vraie pandémie ou voilà, et comment on réagit à titre individuel et collectif. Et par exemple, c'est vrai que dans le cas d'un accident chimique, ça peut arriver. Ici à Montréal, vous avez un port, très grand port. Il y a des produits chimiques qui arrivent en train, qui arrivent en bateau. Les accidents, ça arrive. Si vous habitez à côté, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous savez quoi faire? Encore une fois, l'idée, c'est pas de stresser en disant « Oh mon Dieu, j'habite à côté d'un endroit où arrive du chlore, du méthane, des hydrocarbures et toutes sortes d'autres produits chimiques liés à l'industrie et que s'il y avait un accident, eh ben, ce serait dangereux. » Oui, bien sûr, c'est dangereux. La question, c'est pas est-ce que ça va arriver, est-ce que vous devez avoir peur. Non, la question, c'est qu'est-ce que vous faites si ça arrive. Et Est-ce que vous avez la compréhension de ce qui peut arriver? Est-ce que vous avez la compréhension de l'alarme que vous pouvez recevoir? Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez fuir? Et si oui, dans quelle direction? Je ne pas se tromper. Est-ce que vous allez, par exemple, en cas de problème chimique, est-ce que vous allez descendre à la cave? Vaut mieux pas, parce que les produits chimiques, généralement, c'est plus lourd que l'air, donc ils descendent eux aussi à la cave. Voilà. C'est des petites choses, mais voilà, on explique vraiment dans ce livre, par exemple, les actions, les outils, les systèmes d'alarme. Donc c'est un livre très pratique, en réalité, tout en étant entouré, évidemment, d'anecdotes historiques, d'explications, j'espère, pour tout le monde, moi, mes enfants, ils l'ont lu, et ils ont trouvé que c'était plaisant à lire, donc, parce qu'en fait, à Genève, on habite près d'une usine, enfin, il y a une usine chimique assez importante qui fait des parfums, mais ce qu'il y a dans les cuves, c'est pas très bon. Donc, faut éviter que s'il y a un accident, de faire des bêtises, comme aller à la cave ou des choses comme ça. L'écureuil à grande bouche, la parole est à vous, avec vos arachides. Ah, j'ai rien à dire. Moi, j'écoute, je trouve ça emballant. Donc, félicitations pour l'émission, les gars. J'essaie de me préparer du mieux que je peux. C'est tout ce que je peux dire. Puis, je laisse la parole à un autre. Parfait. Monsieur, on a perdu. Old Normal, la parole est à vous. Old Normal? Virtual Feeling, la parole est à vous. Stéphane Latour, la parole est à vous. Oui, c'est ça, hein? Ça fait tout le temps ça. C'est très... Betty, vas-y, Betty. On enchaîne. On veut pas de temps mort. T'inquiète pas, je vais rebondir sur plein de sujets. Alors, autre question qui m'est venue en écoutant. Bon, on peut tous se préparer. J'ai remarqué quelque chose, se préparer, puis anticiper, développer des compétences. Ça demande beaucoup d'engagement et de résilience. Ce que j'ai remarqué ces dernières années, puis je suis tout à fait franche là-dessus, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu développer des compétences parce qu'on me disait oui, il faut que tu développes cette compétence-là, et j'en suis arrivée à un rejet. Ça, clairement, ça m'a saoulée. À un moment donné, j'ai tout mis de côté parce que je faisais des choses que je n'aimais pas faire ou pour lesquelles je n'étais pas faite.
D'accord? Donc, rendu là, prenons un exemple, la chasse. Moi, c'est une nécessité pour moi. Donc, j'ai développé cette compétence-là, mais c'est pas le truc qui m'excite le plus, quoi. Et j'ai même été jusqu'à prendre des formations pour bien traiter en fait l'animal mort et puis savoir quoi faire une fois qu'il a été tiré pour pas faire de conneries, d'accord? Mais comme c'était pas dans mes compétences naturelles, parce qu'on porte en soi des compétences ou en tout cas on a des choses qui c'est plus facile pour nous. Alors je me pose la question, est-ce que ce serait pas peut-être plus adéquat de se poser la question, d'étudier par rapport à notre profil psychométrique ou quoi que ce soit, regarder là où on a plus de facilité à développer des compétences qui pourraient être utiles en cas de gestion de crise, on va dire ça comme ça, plutôt que s'obstiner à faire des choses qui de toute façon vont nous prendre trop de temps à apprendre, où on va y aller à reculons au point où à un moment donné, on peut en faire un rejet parce qu'on n'aime pas ça. Mais absolument, absolument. Vraiment, vous avez lu mon dernier livre. C'est exactement ça parce que vous allez voir, c'est pas mal. Alors, en fait, souvent, alors d'abord, on a un imaginaire. On s'imagine que voilà, en cas de crise, il va falloir se chasser, par exemple. Et donc, en fonction de cet imaginaire, on se dit bon bah, je vais développer les compétences. Jusque-là, c'est très bien. Et vous avez sans doute appris plein de choses intéressantes. Moi, j'ai appris à chasser quand j'étais gamin avec mes grands-parents, mais je déteste chasser, ça m'intéresse pas, c'est une perte de temps, c'est très inefficace pour une notion, pour de la survie en réalité. Si ça vous plaît parce que vous aimez la nature, etc., bon, pourquoi pas? Moi, je peux faire ça sans chasser. En revanche, le jour où il y a une crise, j'habite évidemment à la campagne, je vais pas commencer à aller chasser. Je vais attendre je vais mettre ce qu'il faut pour que les animaux ils viennent à moi, et là, je sais quoi faire. Mais je vais pas aller traquer, jouer à l'Indien, avoir un comportement fair play avec l'animal. Mais ça ne m'intéresse pas aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais il y a peut-être d'autres gens qui, pour eux, découvrent par cette compétence une nécessité importante, etc. Celui qui est en ville, chasser en ville, c'est un peu compliqué, par exemple. Mais peut-être qu'il va développer d'autres compétences. Donc il n'y a pas une liste de choses absolument nécessaires et sans lesquelles vous n'allez pas réussir. Vous avez une palette de choix que vous adaptez évidemment à votre tempérament, à votre compétence, à votre physique, à votre âge, à votre situation aussi géographique, financière. Il y a des choses qu'on peut pas faire parce que c'est pas possible. Aussi au niveau du temps, nous avons tous beaucoup d'occupations et donc ça demande des choix, ça demande des sacrifices, ça demande du discernement. Et bien sûr, de la connaissance de qui on est. Donc on retombe sur cette nécessité de se pencher sur notre caractère, ce que l'on veut. Et tout ça, c'est des exercices. D'ailleurs, dans le dernier bouquin, je mets des exercices dans chaque chapitre pour nous forcer à réfléchir sur ce qu'on veut vraiment, sur ce qu'on a envie de faire, sur notre manière de faire. Prenons un exemple de compétence. Je sais pas si ça répond à la question que vous avez aux questions que vous avez évoquées. Personnellement, j'adore cuisiner. Et il se trouve que une partie de ma famille est polonaise. Donc, je dirais que historiquement, dans notre famille, on a appris à faire beaucoup avec rien. C'est comme historique un peu au pays avec ce qu'on a vécu ces derniers siècles, on va dire ça comme ça. Donc, je me dis que en cas de crise, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit en cas de crise, quand on est dans des situations précaires, eh bien, être capable de faire de faire beaucoup avec peu. Pour tout un groupe, ça c'est une compétence qui pourrait être recherchée. Et chacun pourrait avoir des skills comme ça qu'on mettrait en commun. Parce que moi, personnellement, aller chasser, c'est pas mon truc, mais donne-moi la viande, je vais savoir de quoi en faire. Et en faire beaucoup avec peu. Donc là, c'est un exemple pour moi de choses, c'est parce que ça fait partie de mes plaisirs personnels que j'ai développés et je pousse toujours plus loin l'autonomie. Alors je me dis que chacun devrait avoir naturellement des prédispositions plus avancées que d'autres pour certaines choses et pas essayer de se dénaturer.
Dziękuję pour votre remarque, c'est tout à fait juste. Et donc, oui, à chacun de développer ses compétences. Pas tout le monde a envie de faire tout. La cuisine, c'est quelque chose de fondamental. On en parle même dans les tout premiers bouquins, Rue Barbare, dans le deuxième livre. La cuisine, d'abord, c'est un acte d'amour, en ce qui me concerne. Ce n'est pas juste la préparation d'aliments, c'est aussi montrer aux autres et à soi-même qu'on a envie de se prendre soin, de les aimer par la préparation de quelque chose de nutritif, de sain et d'absolument nécessaire et indispensable dans des situations difficiles. Et donc, apprendre à faire avec ce qu'on a, les économies ménagères, comme on appelle en Suisse, je pense qu'en France on utilise le même mot, pour ne pas perdre, ne pas jeter, ne pas faire nos grands-parents ou dans les années difficiles, dans les temps difficiles, tout le monde faisait ça. On cuisine quelque chose de frais quand on peut. Ensuite, on fait des soupes quand on a des restes et qu'on sait pas trop quoi en faire. On essaie de faire des croquettes. et dans les situations même les plus extrêmes, on a vu les chats, les chiens, les rats, les pigeons, tout ça passe à la casserole. Donc on n'est pas obligé de commencer tout de suite pour s'entraîner. On peut certains veulent avoir des poules chez eux, ça fait des œufs, on apprend à les préparer, on apprend à préparer la poule, on apprend à préparer tout ça, ce sont des compétences. Ensuite, pas tout le monde veut tout faire, pas tout le monde veut développer tout, parce que comme dans une entreprise, si vous êtes chef d'entreprise, vous faites pas tout. Il y a des gens spécialisés, il y a des gens qui sont à la production, des gens qui sont à la vente, des gens qui sont à la comptabilité. On peut pas être bon et on peut pas être au four et au moulin partout et pour tout. Moi, j'ai acquis une compétence, Pierrot, quand j'ai regardé un truc ici sur X. J'ai appris qu'en Haïti, on pouvait cuisiner sur la rue avec un pneu. Quand j'ai vu barbecue aller, ça m'a donné des idées. Voilà. Moi, j'ai bossé longtemps en Afrique et j'en ai vu des choses assez spectaculaires et horribles. Donc, le niveau de survie sur lequel on peut aller, il est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Et on a de la chance, en fait, depuis maintenant très longtemps, de vivre dans un confort, alors qui nous rend plus faibles, qui nous rend plus fragiles, mais qui est quand même agréable. Mais particulièrement vous au Québec, vous avez quand même dans votre DNA, dans votre gène, dans votre sang, si je puis dire, des ancêtres qui sont arrivés, qui ont déjà traversé l'Atlantique à l'époque où c'était dur. Ensuite, qui ont dû débarquer dans une région où c'est pas toujours facile, surtout en hiver. Et il faut préparer l'hiver. Celui qui n'a pas réussi à préparer l'hiver, il va passer un très mauvais moment dans le froid, avec un manque de nourriture. Donc il faut un abri, il faut couper du bois, il faut faire fabriquer une cabane, ou une ville, des palissades pour se protéger des ennemis, etc. C'est chaque année, tous les ans, génération après génération, pendant des siècles, pendant 3-4 siècles. Ça forge une mentalité. Aujourd'hui, cette mentalité, elle est plus aussi présente parce qu'évidemment, on a les voitures, on a le confort, on a le fuel, on a le diesel, on a tout ce qu'on veut, on a le dépanneur à côté de la rue. Mais des fois, les crises arrivent. Vous aviez eu la grande crise du verglas il y a quelques années, il y a quelques décennies. Et donc, je pense que vous avez ces ressources en vous. Et donc, ça peut être intéressant d'y réfléchir, de les développer. Il faut parler aussi aux vieilles personnes qui sont encore parmi nous, qui nous racontent un petit peu leurs histoires. Je peux? Allez-y, oui, c'est allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je sais pas quel temps il fait chez vous. Il fait très beau, c'est merveilleux. Super. J'aimerais dire à la personne qui est chef d'entreprise, en fait, personnellement, je pense qu'un chef d'entreprise doit être là de A à Z et il doit toucher à tout. Il doit mettre la main à la pâte, il doit se salir les mains, quel que soit le truc, et il faut pas déléguer. Oui, si on délègue, on est foutu. Oui, alors, je suis d'accord. Donc, pour une personne qui veut ouvrir une entreprise, il faut connaître l'entreprise de A à Z. Parfait, merci, Monsieur Ouistiti. Avec plaisir, monsieur. Très, très intéressant. Vic, survivaliste, on vous écoute. Un space sans Vic, c'est pas un vrai space. C'est là, Vic? T'as survécu?
You, Vic! Beaucoup de corneilles ce soir. Beaucoup. Il semble en ligne. Pas Il est là, il rit, je l'entends rire. Oui. OK, c'est mon main libre qui déconnecte. Ah, ah. Désolé. Salut Pierrot. Salut. As-tu bien digéré ton smoke meat le jeudi? Oui, forcément. Mais je vais aller en enfer. J'ai découvert que Schwartz, il est pas cachère. Alors puisque tout le monde pense que je suis un agent du Mossad et que j'ai mangé pas cachère, je vais finir en enfer. Ça va être terrible. Je plaisante, mais c'est toujours excellent d'aller chez Schwartz. Et à tous les autres restaurants de Montréal, c'est super. Je suis très gourmand, alors je suis content. Ouais, puis Schwartz, c'est un peu une institution. Hein. Quand tu viens à Montréal, tu vas toujours faire un petit tour chez Schwartz. Mais je veux pas parler pour aborder des trucs personnels. Je veux juste... Et puis, les questions à Pierrot, on se parle en dehors de tout ça, mais je veux juste rendre un témoignage. Pierrot, ça fait... je compte plus les années... depuis... ça fait quoi? 10, 12 ans qu'on se connaît. Et puis, je veux dire qu'il y a personne d'aussi authentique, d'aussi vrai que Pierrot Santacho. Et c'est quelqu'un qui est d'une générosité extraordinaire. Et je suis content de pouvoir lui rendre un hommage public parce qu'il a fait beaucoup pour beaucoup de gens. Il a aidé à motiver des gens à se préparer. Il a tenu un discours intelligent parce que dans le monde survivaliste, il y a toutes sortes de conneries qui peuvent se dire. Et Pierrot a toujours gardé sa voix droit dans ses bottes et sans faire de compromis. Et peut-être des fois en s'auto-censurant parce que, certains trucs ne sont pas bons à dire. Et, au-delà de tout ça, je veux te remercier pour le livre que tu as écrit et que j'aurais voulu écrire, qui était Survivre à l'effondrement économique, qui a été un révélateur pour bien des gens, qui m'a permis de me remettre en question et puis de me lancer dans une toute nouvelle direction à mon tour. Alors, je suis content de pouvoir le dire publiquement, parce que, à une certaine époque, j'ai été un peu connu dans le milieu et il y a toujours des gens qui disent eux autres, les influenceurs maintenant, ça s'appelle des influenceurs. Les influenceurs, ils piquent les idées de tout le monde et tout ça. Et non, j'ai toujours cité Pierrot et j'ai toujours cité les gens parce que le crédit à rendre aux gens est important et c'est aussi une des qualités de Pierrot. Voilà. Ah, c'est génial. Écoute, Pierrot, au plus haut de la crise, moi, je vous regardais sur YouTube et vous étiez toujours très zen. C'était calme. Tu sais, il n'y avait pas de cri à la fin du monde. Il n'y avait rien de tout ça. C'était très rassurant, tout ça. Moi, j'ai bien aimé votre travail pendant la crise. Merci à Vic. Alors, comme convenu, je t'envoie l'argent sur le compte en banque, hein, on est d'accord? Comme d'habitude. Non, merci beaucoup, ça me touche aussi. On n'est pas tous dans des situations toujours faciles pour être en public, c'est parfois très dur. On est attaqué par beaucoup de gens, des jaloux, des méchants, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ça fait plaisir d'avoir comme ça un retour. J'apprécie beaucoup, je suis très touché. Sur la question de maintenir la tête froide, dans mon dernier livre, en fait, dans le tome 2 qui sortira l'année prochaine, mais enfin, il faut lire le tome 1 en premier. J'ai un chapitre qui s'appelle Rien à foutre. C'est-à-dire, il faut apprendre aussi à un moment de ne pas trop se préoccuper, de pas trop dramatiser les choses, et de savoir garder son cap et sa tête froide. Et c'est pas facile dans notre monde. C'est d'autant plus difficile que nous avons des influences du marketing, de la vente. La vente c'est pas la seule émotion qu'on suscite en nous. Parfois, il y a aussi la vanité, la cupidité, mais la peur est une émotion qui aide à vendre. Donc, on va nous dire si vous êtes
Si vous avez des vertiges, si vous avez des pertes de mémoire, peut-être que vous souffrez du désordre d'attention et qu'il vous faut telle médecine, tel médicament, etc. On va essayer d'utiliser ça pour nous. Et tout ça cumulé, vous imaginez bien, je ne veux pas faire la liste, mais tout ça accumulé, ça nous stresse, ça nous rend la vie difficile. Et donc, garder la tête froide, et surtout quand on a la responsabilité. Alors, je suis pas un influenceur, j'ai que 75 000 followers sur YouTube, peut-être 1000 sur Patreon. C'est là où je donne toutes les informations aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site pierrot.com où j'ai des formations, souvent elles sont gratuites. Mais il y a quand même une responsabilité à pas dire des conneries, à pas dire des choses qui vont mettre les gens en danger. Le nombre de gens qui m'écrivent depuis 12 ans et qui me disent « Puisque l'effondrement arrivera demain matin, est-ce que j'arrête mon travail, l'université, je divorce, est-ce que je dois faire des enfants maintenant ou j'attends, etc. » Vous imaginez si je disais à chaque fois « Oui, vas-y, l'effondrement est demain, oui, fais pas d'enfants parce que ce sera dangereux, ou que sais-je, je quitte ton travail parce que bientôt ça sert plus à rien, ou alors fais pas des études parce que de toute façon ça sert à rien. » Bon, ça, à la limite, ça peut se discuter. Mais vous imaginez la responsabilité. Donc, j'explique toujours aux gens d'abord de réfléchir par eux-mêmes, de se faire leur propre avis, de checker les données, y compris les miennes. J'essaye dans mes livres de donner des datas qui vont un petit peu prouver ce que je dis. Évidemment, avec les années, ça change, mais je dis aux gens, cherchez par vous-même. Et donc, quand il y a une crise, il y a des gens, hein, moi je vais pas les citer, mais il y a des gens qui tous les jours vous disent « Attention, ça va être la guerre, demain la Russie elle va nous envoyer des missiles » ou je sais pas, attention, la guerre avec la Chine est imminente. Alors des fois, on a des alertes. Des fois, il y a des moments où il faut se mettre un petit peu en alerte. Il y en a eu ces dernières années. Mais souvent, il faut réfléchir, il faut être circonspect, il faut savoir, pondérer le risque des actions que l'on va faire nous-mêmes et pas se mettre dans des situations pires, parce qu'on a quitté son travail sur un coup de tête, parce qu'on a quitté sa femme ou son homme sur un coup de tête, ou parce qu'on a décidé de changer sa carrière, parce qu'on était convaincu que, voilà, en 2012, c'était la fin du monde. Donc on a un travail d'avertir les gens, de les rendre conscients des réalités, du moins celles qu'on croit être des réalités, mais aussi de leur dire réfléchissez, agissez avec sagesse parfois, flexibilité souvent, et peut-être parfois aussi, parfois il faut agir. Donc c'est pas simple. Et donc je suis content que dans les gens qui m'écoutent et qui me connaissent, moi je suis quelqu'un qui a tendance à utiliser un peu d'humour, un peu de provocation pour essayer de susciter des émotions positives chez les gens et pas juste j'ai un bon retour. Donc je suis très content après 10 ans de ce travail, plus de 10 ans de ce travail, que les retours sont très bons. Christophe, vous voulez parler? La parole est à vous. Un gaulliste. Non? McCall, la parole est à vous. Alors voilà, Pat, est-ce que tu as quelque chose à rajouter au travers de toutes les discussions qu'on a eues ce soir? Ce fut intéressant, ce fut éclairant. Ça met en perspective ce qui a été dit d'ailleurs, que parfois le mot effondrement est associé à des gens qui sont on pourrait dire presque qu'il y a des épouvantails, et puis ce qu'on entend ce soir, c'est loin d'être le cas. C'est plutôt, comme le disait Vic, ce sont des messages posés, réfléchis, qui emmènent à la réflexion. Et ça redéfinit sûrement dans l'esprit de plusieurs ce qu'est le terme effondrement. Là. Et ce qu'on pourrait en retenir, c'est que ça peut être un long processus qui peut parfois mener au pire, comme au mieux, avec des embûches, soit, mais... Donc, c'est très éclairant, j'ai trouvé ce soir. Et Pierrot, ce deuxième tome, c'est survivre à l'effondrement économique, le deuxième tome? Ah non. Alors, mon grand best-seller, c'est le premier, qui s'appelle Survivre à l'effondrement économique. Ensuite, j'ai écrit plusieurs livres. Vous les trouvez sur le site de mon éditeur ou sur Amazon. Même au Canada, vous pouvez les avoir sans problème. Alors, le tout dernier qui vient de sortir, il s'appelle Survivre à la peur.
Oui. Et il est en 2 tomes. Le premier vient de sortir et le deuxième, ce sera l'année prochaine. OK. Et ça sera disponible quel mois environ? Alors, le premier tome, c'est celui que vous pouvez déjà acheter tout de suite. Il est disponible maintenant, donc il n'y a pas de problème. Et le deuxième, j'espère que ce sera octobre. Ah, c'est bien. C'est très bien. Beau cadeau pour Noël. Oui, mais vous pouvez déjà commencer maintenant. Hein. Merveilleux. Pierrot, ça a été une très, très belle soirée. On vous remercie énormément pour votre visite. C'est moi qui vous remercie. Très enrichissant. Et on espère avoir de vos nouvelles très bientôt. Oui. À bientôt. Merci beaucoup, Pat. Merci. Ça a été un plaisir. Merci à tous les intervenants. Merci tout le monde. On sera de retour mardi prochain, 19h30, si Dieu le veut.